Salut, c'est François. On se retrouve pour Rétro Passion Automobile et pour parler de la Jensen Interceptor FF. Alors, ceux qui connaissent savent, ceux qui ne connaissent pas vont découvrir un truc passionnant. Lorsque l'on interroge les passionnés d'automobile en leur demandant quelle est la première voiture à transmission intégrale produite en grande série, dans 9 cas sur 10, ils répondent la Jeep ou l'Audi Quattro. Ce qui est peut-être le cas en ce qui concerne l'automobile européenne, mais pas à l'échelle mondiale. En effet, de 79 à 87, il y a aussi eu chez AMC tous les produits Eagle, des trucs qui étaient vraiment sympas. Mais ce que beaucoup d'amateurs de voitures en série ignorent, c'est que près de 15 ans avant l'Audi Quattro, un autre coupé sportif avait déjà expérimenté la solution de la transmission intégrale, la Jensen Interceptor FF. C'est en 1966 que la marque dévoile celui qui restera son modèle le plus emblématique, le coupé Interceptor. Sur le plan technique, la nouvelle Interceptor n'a rien de véritablement nouveau, puisque son châssis dérive étroitement de celui de sa devancière, le coupé CV8, et qu'elle reçoit, tout comme cette dernière, une motorisation d'origine Chrysler, un V8 motard de 6,3 litres développant 335 chevaux, associé à une boîte automatique à 3 rapports. Les clients privilégiant un style de conduite plus viril, pouvant également opter pour une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports. La carrosserie s'inspire lui aussi assez fortement dans ses grandes lignes de l'ancienne CV8, mais remise au goût du jour par Touring, dans un style plus moderne, plus imposant et peut-être un peu plus massif. Mais surtout pour le dessin de la proue, avec des lignes plus tendues, manifestement inspirées par celles des muscle cars américains. L'habitacle, quant à lui, restant dans la plus pure tradition des coupés anglais de prestige, avec une somptueuse sellerie en cuir Connelly, qui, tout comme la décoration du tableau de bord et les contreportes en bois verni, est entièrement réalisée à la main. C'est au début des années suivantes, alors que la future Interceptor est en cours de conception au sein du bureau d'études du constructeur, que va prendre le corps du projet de donner naissance à une voiture de grand sport équipée d'un système de transmission alors inédit sur un coupé de prestige, comme une voiture de tourisme en général, celle des 4 roues motrices. Une idée née dans l'esprit des frères Jensen après la victoire lors de la Gold Cup, disputée à Oulton Park en 61, de la monoplace de Formule 1 Ferguson P99, avec Stirling Moss à son volant. En 1962, la marque Jensen conclut donc un accord de partenariat avec Harry Ferguson Research, le monsieur Ferguson qui a fait fortune avec les tracteurs, avec les Massey Ferguson, la division de la firme Ferguson à l'origine de la création de la Ferguson F1, qui a eu tant de succès et qui a tapé dans l'œil des frères Jensen. À cette époque, la conception de la remplaçante du coupé CV8 est alors en chantier au sein du bureau d'études de la firme de West Bromwich. Si le partenariat signé avec Ferguson comprend donc l'utilisation de la transmission intégrale, Richard Jensen a préféré en revanche rester fidèle à la boîte de vitesse déjà montée depuis plusieurs années sur les modèles de la marque et qui fait l'unanimité auprès de la clientèle pour sa robustesse ainsi que sa facilité d'utilisation, à savoir l'excellente transmission automatique TorqueFlite de chez Chrysler et non pas le prototype de transmission fourni par Ferguson. Les 4 roues motrices ne sont toutefois pas la seule solution technique d'avant-garde dont la Jensen Ferguson Formula peut toutefois se prévaloir, puisqu'elle est également équipée du tout premier système électronique de contrôle de freinage, assorti d'un dispositif anti-blocage qui fut lui aussi testé sur la Ferguson F1, un système qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de l'ABS qui équipe aujourd'hui toutes les voitures modernes. C'est en octobre 1965 que le prototype de la future Jensen, à 4 roues motrices, qui est dévoilé au public en même temps que celui de la future Interceptor. Les lignes du coupé CV8 étant clairement devenues passées de mode, il devient donc important pour l'avenir de Jensen que la relève soit rapidement assurée. Les 2 frères décident donc de laisser provisoirement le chantier de la future Grand Tourisme à 4 roues motrices de côté et se focaliser sur le lancement de l'Interceptor. Mener à bien et en parallèle 2 chantiers de grande envergure comme ceux de l'Interceptor et de la Jensen Ferguson Formula n'est toutefois pas une tâche aisée pour un grand constructeur, encore moins pour un artisan constructeur comme Jensen. C'est donc sous le nom d'Interceptor. L'un des 2 frères, Alan, ne manque d'ailleurs pas de faire remarquer à Richard, le second, que le coût important qu'a représenté l'étude de cette dernière, la 4 roues motrices, sans compter celui de l'Interceptor, a sérieusement entamé la trésorerie de l'entreprise, et qu'ils n'auront sans doute plus les moyens de faire étudier et surtout produire en série une carrosserie spécifique pour celle qui était destinée à devenir la nouvelle GT des temps modernes, ainsi que la vitrine du savoir-faire technologique de la marque. La seule solution consistant dès lors à habiller les 2 modèles de la même carrosserie, c'est-à-dire de celle créée pour l'Interceptor.
C'est donc sous le nom d'Interceptor FF qu'elle est officiellement commercialisée dans le courant de l'année 66, quelques mois après son aîné. Officiellement, car en dépit du travail considérable déjà accompli durant ces 4 dernières années par l'équipe de Jensen et de Ferguson, la nouvelle Jensen n'est pas encore entièrement fiabilisée et donc n'est toujours pas prête pour une véritable carrière commerciale. La firme ne se cachant d'ailleurs pas aux clients que l'Interceptor FF est une sorte de laboratoire roulant et qu'il s'agissait pour ceux qui en faisaient l'acquisition d'accepter de jouer en quelque sorte les clients cobayes pour la marque en poursuivant la mise au point de cette GT hors norme. Jensen leur garantissant en échange une assistance sans faille. Une équipe d'ingénieurs triés sur le volet étant mis à leur disposition quasiment 7 jours sur 7 afin d'assurer de la manière la plus rapide et la plus efficace l'entretien et la réparation de cette GT d'un genre nouveau. Ce n'est qu'en 69, après 3 ans de travail plutôt ardent, que l'Interceptor FF put être considéré comme étant véritablement et entièrement mis au point. Un travail accompli pour une part non négligeable grâce à l'aide précieuse des clients qui ont fait l'acquisition des premiers exemplaires, le plus souvent des fidèles de la marque qui acceptèrent sans trop de difficulté de jouer les clients cobayes. Si de prime abord il apparaît donc assez difficile de reconnaître la version FF d'une Interceptor classique, plusieurs détails de carrosserie permettent néanmoins de distinguer les deux modèles. Le premier d'entre eux et le plus important étant ces 2 grilles d'aération latérales placées sur les ailes avant, entre le passage de roue et la portière. C'est sans doute également pour des raisons de coût que la Jensen Ferguson Formula reçoit la même autorisation que celle à qui elle emprunte également sa carrosserie, à savoir le V8 Chrysler 6 litres 3, 335 chevaux. Au vu de la taille de la transmission, comme de la complexité du dispositif, la marque renoncera rapidement à l'étude d'une version en conduite à gauche, ce qui limita d'autant plus sa diffusion, la plupart des ventes restant dès lors limitées au seul marché britannique. La plupart des amateurs de sportifs et exotiques, aussi fortunés et originaux soient-ils, n'étant en effet pas vraiment disposés à s'accommoder du volant à droite. En tout cas, la firme n'hésita pas à mentir sur le poids réel de l'Interceptor FF, puisque si officiellement celle-ci affichait 1727 kg à vide, plusieurs journalistes automobiles qui eurent la chance d'en prendre le volant eurent la bonne idée de la placer sur la balance et se rendirent à leur compte que celle-ci pesait en réalité près de 200 kg de plus. Si la Jensen Interceptor FF reçoit le titre fort envié de voiture de l'année 67, cela ne sera toutefois pas suffisant pour réussir à convaincre la clientèle fortunée de se laisser délester de près de 6000 livres sterling, soit près du double du prix de vente d'une Interceptor classique. Les chiffres de production qu'atteignirent l'Interceptor FF durant sa courte carrière n'en furent pas moins au final fort décevants pour la firme Jensen, avec au total à peine 320 exemplaires, toutes versions confondues, de 1966 à 1971. Le coût du développement et de la production en série de la transmission intégrale Ferguson ainsi que du système de freinage ABS furent tels que celle-ci ne fut jamais vraiment rentable pour la firme Jensen. Lorsqu'en 1970, l'importateur Fjell-Kuval, excusez-moi pour la prononciation, un importateur de véhicules norvégien qui s'est construit une fortune ainsi qu'une réputation enviable comme importateur de voitures européennes sur la côte ouest américaine, rachète le constructeur. Et l'une de ses premières mesures est de mettre fin à tout projet de développement sur l'Interceptor FF, qui, si elle est une vitrine technologique, est aussi et surtout pour la marque un véritable gouffre financier. Après l'arrêt de la production de la FF, l'Interceptor classique à propulsion poursuivra, elle, sa carrière jusqu'en 1976. D'abord disponible uniquement en coupé, elle sera par la suite, à la fin de sa carrière, déclinée sous différentes versions, en termes de carrosserie, cabriolet ou coupé hardtop, comme de motorisation. Si, avec 10 années de production et près de 6600 exemplaires produits, l'Interceptor restera le plus grand succès de l'histoire de la marque, la première crise pétrolière lui sera fatale, comme à la firme Jensen. Et même si la marque tentera de se diversifier avec le lancement de la Jensen Elay, un petit roadster sportif à moteur Lotus censé concurrencer les MG et les Triumph, ne permettra pas à la marque de sortir la tête de l'eau. L'échec cuisant de ce nouveau modèle, par la faute d'une fiabilité calamiteuse, le moteur Lotus en particulier, se révélant fragile comme du cristal. Acculé par des pertes massives, Jensen se voit finalement contraint de déposer le bilan en 1975 et ferme ses portes l'année suivante. Si plusieurs tentatives de résurrection de la marque auront lieu par la suite, celles-ci ne seront malheureusement toutes que des feux de paille. La courte mésaventure de l'Interceptor Ferguson Formula aura en tout cas également prouvé qu'il n'est souvent jamais bon d'avoir raison trop tôt. Retrouvez l'intégrale de ce texte
et les photos qui vont avec sur le site Rétropassion Automobile et nous remercions Maxime Debreuil pour ce superbe texte.